Alors, professeur Marandi, l'opération True Promise 3 est en plein déploiement. L'Iran a lancé des centaines de missiles balistiques vers Israël. Tel Aviv a été touché. Le centre d'Israël, où se trouvent des infrastructures militaires importantes, a été frappé assez durement. Même le New York Times diffuse des images de cela. Les deux camps affirment qu'ils continueront aussi longtemps qu'il le faudra. Et bien sûr, les États-Unis ont envoyé leurs destroyers pour protéger Israël. Mais il semble que les défenses aériennes israéliennes aient été considérablement pénétrées. Oui, comme je l'ai dit hier, les Iraniens allaient réagir. Et ils ont réagi. Et ils continueront de frapper le régime israélien. Et ces frappes vont s'intensifier jusqu'à ce que le régime cède. Il n'y a pas d'autre moyen de mettre fin à cela. Peu importe à quel point les États-Unis et les Européens essayent de soutenir ce régime génocidaire, les Iraniens resteront fermes et l'Iran continuera avec une grande fierté à soutenir l'axe de la résistance et surtout le peuple de Gaza. L'Iran ne changera pas sa politique. On apprend également que les défenses aériennes iraniennes fonctionnent bien mieux que prévu, ou que ce que l'on entendait initialement dans les médias occidentaux et en ligne, et que les missiles iraniens passent malgré la tentative collective de protéger le régime israélien. Et il est également tout à fait clair que, malgré la présence d'installations radars en Turquie, aux Émirats, au Qatar, à Bahreïn et en Irak, et malgré le fait que l'espace aérien de la Jordanie soit utilisé, les capacités de drones et aériennes iraniennes vont rendre la vie impossible au régime israélien. Ils l'ont déjà rendue difficile, et ils vont la rendre encore plus difficile. La nuit dernière, le régime israélien a continué de frapper l'Iran, un bâtiment très proche de chez moi, tout près d'un studio où je suis souvent invité par des médias étrangers. Ils ont frappé un bâtiment et tué 60 personnes, dont 20 enfants. Voilà ce que fait le régime israélien. C'est un régime brutal, barbare, malfaisant, qui considère les non-sionistes comme des sous-hommes. Et l'Occident ne vaut pas mieux, l'Occident collectif, les élites occidentales. Bien sûr, les gens ordinaires se soulèvent, se réveillent et s'opposent à ce régime génocidaire. Mais les élites restent les mêmes, car elles soutiennent toutes ces politiques. Nous avons vu comment les régimes occidentaux ont même soutenu les frappes israéliennes contre l'Iran. Voilà où nous en sommes actuellement. Je pense que cela va continuer encore un certain temps. Mais il est devenu clair que beaucoup des sites que les Israéliens pensaient avoir frappés étaient en réalité des leurs. J'ai publié quelques images que j'ai trouvées sur différents canaux fiables où les Israéliens montraient des séquences sans explosion secondaire. Cela montre qu'ils ont en fait frappé des leurs. Donc, la situation est bonne. Le moral parmi les Iraniens ordinaires est élevé. Les gens sont très heureux de voir que l'Iran répond. Mais nous allons devoir nous préparer à des jours difficiles et peut-être à des semaines difficiles à venir. Le public ici est très préoccupé par votre sécurité, professeur Marandi. Je tiens à rappeler à tout le monde qu'il s'agit d'une guerre. Je veux dire, nous sommes à un stade de véritable guerre ici. Et donc, nous pensons tous très fort à vous, professeur Marandi. Je voulais également vous demander votre réaction face à ce que l'Iran a pu accomplir par rapport à ce qu'Israël a pu faire. Le New York Times a reconnu qu'une grande partie des installations nucléaires iraniennes restent intactes. L'AIEA a déclaré qu'elle n'avait détecté aucune fuite nucléaire. Et puis, il y a des rapports selon lesquels l'Iran aurait abattu 2 avions F-35. Et bien sûr, ce que les médias israéliens qualifient de frappe dévastatrice sur le centre d'Israël a durement touché ce qu'ils appellent l'équivalent du Pentagone israélien en Syrie. Donc, quelles sont vos impressions sur ce que l'Iran a pu accomplir et comment voyez-vous cette guerre littérale, avec l'Iran menant des actes d'autodéfense particulièrement intenses et historiques?
Oui, c'est dangereux pour les Iraniens, évidemment, et on m'a demandé de quitter mon domicile, c'est chez moi, mais je pense qu'il est préférable pour moi de rester là où je suis et de continuer ce que je fais. J'espère pouvoir continuer à le faire d'ici, à moins que la connexion Internet ne devienne vraiment mauvaise, car elle n'est déjà pas bonne du tout. Les Iraniens ont ralenti l'Internet pour des raisons de sécurité. Donc, depuis hier, comme vous vous en souvenez, l'Internet n'est pas très bon. J'utilise la connexion Internet de mon téléphone portable plutôt que le Wi-Fi. Mais en tout cas, je pense que la défense aérienne iranienne s'est révélée très efficace. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit que les frappes contre l'Iran visent un très grand pays. L'Iran possède des installations réparties sur tout le territoire, c'est un pays immense, et ses actifs stratégiques sont également profondément enfouis sous terre. Les Iraniens, comme nous l'avons évoqué à de nombreuses reprises, ont entamé il y a des années un processus visant à protéger leurs principaux atouts face à d'éventuelles frappes aériennes ou attaques de drones. Ainsi, bon nombre des actifs les plus importants de l'Iran sont très bien protégés. Par conséquent, les Israéliens n'ont aucun accès à nos bases de missiles souterraines ou à nos bases de drones qui sont disséminées à travers le pays, et ils n'ont pas non plus accès à nos installations nucléaires, qui sont elles aussi profondément enfouies. Ils peuvent détruire des structures en surface, au sol, mais les installations clés ne sont pas au sol. En plus de cela, les ogives israéliennes sont bien plus petites que les ogives iraniennes. Les Iraniens tirent des missiles avec des ogives de, disons, 1000 kilos. Les ogives israéliennes font, je crois, environ 140 kilos. Donc les frappes iraniennes, sur Tel Aviv et ailleurs, causent des dégâts bien plus importants. Et le territoire israélien est bien plus petit, donc l'impact psychologique est bien plus grand. Quand ils frappent Téhéran, parfois, je ne l'entends même pas. Ou quand les défenses aériennes sont actives en Iran, dans d'autres parties de la ville, je ne l'entends pas. C'est dire à quel point la ville est grande. Vous savez, vous-même vivez à New York. Je pense que si quelque chose se passe dans une autre partie de New York, vous ne le saurez probablement pas. Mais à Tel Aviv, c'est le cœur du régime. Et frapper le cœur du régime aura également un impact à très long terme. Les étrangers et les entreprises ne voudront pas se trouver dans une ville où ils sont vulnérables à de telles frappes massives. Quoi qu'il en soit, nous sommes préparés à cette guerre et nous sommes la victime. Le monde a vu le régime israélien comme l'agresseur et le monde a vu les régimes occidentaux comme soutenant l'agression. Et ils ont vu comment l'Agence internationale de l'énergie atomique a été politisée par l'Occident qui soutient l'agression. Et cela n'est qu'une continuation du déclin de l'image de l'Occident aux yeux du monde. Je pense qu'il est assez clair que cela donne un grand avantage à l'Iran, car partout dans le monde, on voit l'Iran, avec le Yémen, comme les seuls défenseurs de Gaza, les seuls États qui s'opposent activement au génocide. Et maintenant, on voit l'Iran comme une victime contre laquelle le régime israélien et les États-Unis mènent des frappes et assassinent des innocents afin de poursuivre le génocide. L'Occident ne tire aucun bénéfice de cela. Les États-Unis n'en tirent aucun bénéfice. Cela ne fait que détruire davantage leur image, détruire davantage leur crédibilité et détruire l'image du régime israélien encore plus qu'auparavant, alors qu'elle était déjà presque totalement détruite. Ainsi, le régime a peut-être bénéficié de certains avantages en menant une attaque soudaine, même si l'Iran était préparé, mais je pense qu'ils n'étaient pas prêts à faire face à des frappes visant des hauts responsables. Ils ont effectivement eu cet avantage, mais cela montre aussi clairement aux yeux du monde que l'Iran est la victime.
Cela renforce non seulement l'unité de la société, surtout avec le massacre de femmes et d'enfants, mais cela montre également à la communauté internationale qui est l'agresseur, malgré les médias occidentaux et malgré les tentatives des régimes occidentaux de justifier le comportement du régime. Et un dernier point que je devrais ajouter, c'est que Netanyahou ment depuis 40 ans, affirmant que l'Iran est sur le point de fabriquer des armes nucléaires. Les médias occidentaux répéteront toujours ces mensonges. Ils ne diront pas aux gens qu'il tient ce discours depuis 40 ans, et les gouvernements occidentaux feront de même. Mais le fait est que les centres, les installations que le régime israélien a attaquées, sont tous étroitement surveillés par l'Agence internationale de l'énergie atomique. En d'autres termes, les responsables de l'Agence internationale de l'énergie atomique entrent dans ces bâtiments, ils s'y rendent et ils savent exactement ce qui s'y passe. Il est donc clair que le régime ment. Le facteur de surprise a disparu. Israël a pu mener une attaque surprise. C'est quelque chose qu'Israël, à un niveau moindre contre l'Iran, mène déjà depuis des années. Nous savons que l'Iran a été attaqué. Des scientifiques nucléaires ont été tués. Ces opérations clandestines, cela maintenant s'est terminé. Et l'objectif initial de l'opération était d'éliminer les sites nucléaires iraniens. Mais désormais, les défenses aériennes de l'Iran sont complètement activées. Et l'Iran s'exprime de cette manière. J'aimerais avoir votre réaction à cela. Ils disent que ce sera aussi longtemps qu'il le faudra. Et qu'ils sont prêts non seulement à se défendre, mais bien sûr à riposter aussi longtemps qu'Israël poursuivra dans cette voie. Maintenant, ce qu'Israël dit, c'est qu'il va réduire Téhéran en cendres. Donc, que pensez-vous de cette dynamique? Eh bien, cela montre simplement quel genre de monstre gouverne la Palestine occupée, qu'ils brûlent ou qu'ils veulent brûler des villes jusqu'au sol. Ils ont réduit Beyrouth en cendres. Ils ont réduit Gaza en cendres. Ce sont des animaux féroces. Ils sont absolument maléfiques. Mais l'Iran sait se défendre. Et l'Iran se défendra. Et l'Iran fera payer un lourd tribut au régime. L'Iran s'assurera que le régime soit vaincu et qu'ils doivent reculer. Vous savez, l'une des choses que l'on entend souvent en Occident, ce qui est assez extraordinaire, et cela dure depuis de très nombreuses années, c'est que le régime iranien, comme ils aiment l'appeler, est au bord de l'effondrement. Le peuple le déteste, il est corrompu, il est incompétent, et tout ce qu'il faut, c'est lui donner un petit coup de pouce, et c'en est fini. Il répète cela beaucoup ces dernières semaines, et surtout ces derniers jours. Et les analystes israéliens, vous savez, ces monstres sionistes qui font du soft power pour le régime, disent la même chose. Mais bon, la guerre a commencé. Où est le peuple? Netanyahou a appelé les Iraniens à se soulever contre le régime. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voyez-vous des gens dans les rues? Hier, nous avons vu des gens dans tout le pays manifester dans les rues, exigeant que les forces armées et le gouvernement ripostent. Et puis hier soir, nous avons vu des célébrations à travers le pays, où les gens faisaient la fête. Nous avons vu des gens dans les rues en Iran, alors que des drones israéliens survolaient, des gens dans les rues scandant mort à Israël. Alors où sont ces analystes? Bien sûr, ils ne changeront jamais. Ils continueront à répéter les mêmes discours. Mais tout ce que nous voyons, c'est le contraire. En fait, les gens sont plus unis aujourd'hui que je ne l'ai vu depuis des décennies. Bien sûr, vous avez ici la réponse des États-Unis qui consiste essentiellement à envoyer tous leurs destroyers pour protéger Israël. L'administration Biden continue de réclamer des négociations. Maintenant, la position de l'Iran au moment où nous parlons est évidemment de tenter de trouver un équilibre dans cette situation complexe. Mais pour l'instant, l'Iran a déclaré qu'il ne négocierait pas avec les États-Unis
tant que cela se poursuit. Que pensez-vous de la réponse américaine, sachant que l'Iran a affirmé qu'il continuerait aussi longtemps qu'il le faudra, qu'il se défendrait aussi longtemps que nécessaire? Cependant, les États-Unis ont beaucoup de considérations à prendre en compte ici, notamment le fait que l'Iran a promis que si les États-Unis s'impliquaient directement, nous savons qu'ils ont envoyé des centaines de missiles Hellfire à Israël avant la phase initiale de cette opération menée par Israël. Mais si les États-Unis s'impliquent davantage, alors comme vous l'avez prédit, les intérêts américains seront ciblés dans toute la région. Donc, quelles sont vos réflexions sur les développements concernant les États-Unis dans ce contexte, sachant que le régime israélien ne peut pas agir sans leur soutien? Oui, il est tout à fait clair que sans les États-Unis, le régime israélien ne serait même pas en mesure de poursuivre ses opérations, et encore moins de mener une quelconque guerre contre l'Iran. Mais même avec le soutien total des États-Unis, le régime va échouer. Ce que cela montre, c'est que Trump est un monstre belliciste, tout comme tous les autres présidents américains. Et tous ces partisans de Trump qui espéraient qu'il n'entrerait pas en conflit, qui disaient étaient différents des autres, ont tout tort. Et comme je l'ai dit hier, avant la riposte iranienne, j'ai affirmé qu'il ne faisait aucun doute que les Iraniens réagiraient et que leur réponse serait très sévère et brutale. Si les États-Unis s'engagent directement dans un conflit avec l'Iran, la riposte iranienne sera brutale et très sévère. Cela entraînerait l'effondrement de l'économie mondiale, car le golfe Persique est trop vulnérable. Les infrastructures pétrolières et gazières y seraient détruites, il n'y aurait plus d'exportation, et toutes ces dictatures arabes, ces régimes familiaux du golfe Persique seraient balayés. Ils ne pourraient pas survivre dans de telles circonstances, et cela provoquerait un effondrement. Et je pense qu'alors, ces va-t-en-guerre aux États-Unis et dans les médias, les néoconservateurs, les sionistes, ils se cacheront, car les gens les chercheront lorsque le prix de l'essence atteindra, $20 le gallon, $25 le gallon, et que l'économie américaine s'arrêtera. Je pense que les gens chercheront les partisans d'une telle situation. Donc, l'Iran est très sérieux, et l'Iran n'a pas d'autres options. Si les États-Unis entrent dans la mêlée, l'Iran devra répondre. Et ces dictatures familiales du golfe Persique qui accueillent des bases américaines, elles seront complices. Donc espérons que Trump ne sera pas assez fou pour prendre une telle décision. Mais il est déjà profondément impliqué, et cela aura des conséquences. Et les Iraniens, comme vous l'avez souligné, ont décidé de ne pas négocier. Et si l'Iran accepte de négocier à un moment donné dans le futur, il s'agira d'un tout autre ensemble de stratégies de négociation. L'Iran sera beaucoup plus dur car les États-Unis se sont révélés extrêmement malhonnêtes. Nous voyons maintenant, comme nous nous y attendions, que Trump conspirait en fait avec Netanyahou pour mener cette attaque tout en prétendant s'y opposer. Les médias occidentaux ont beaucoup parlé de l'efficacité de cette opération. Ce n'était pas le cas. Les Iraniens étaient préparés à une attaque. Et la seule erreur qu'a commise l'Iran, c'est de ne pas avoir pensé que le régime attaquerait des hauts responsables militaires et civils iraniens, ainsi que des universitaires. Et cela, je pense, est en soi une grave erreur du régime israélien, car désormais le peuple se rallie autour des forces armées et du programme nucléaire. Cela va rendre les Iraniens bien plus déterminés qu'auparavant et bien mieux préparés pour les jours et les semaines à venir, car comme je l'ai déjà dit, nous sommes la victime. Ce que Trump a fait montre non seulement qu'il change constamment de position et qu'il se contredit, mais cela prouve aussi qu'en tant que chef des États-Unis, en tant que président des États-Unis, ce qu'il dit n'a aucune valeur
car il pense peut-être en réalité quelque chose de différent de ce qu'il déclare publiquement. En d'autres termes, il est complètement malhonnête. Par conséquent, on ne peut pas lui faire confiance à la table des négociations, ni ailleurs. Cela va nuire aux États-Unis sur la scène internationale, car tout accord entre pays doit reposer sur une certaine confiance que l'autre partie respectera ses engagements. Si vous ne croyez pas que l'autre partie respectera un accord, alors à quoi bon négocier? Ainsi, Trump a encore davantage sapé la crédibilité des États-Unis par ce comportement stupide, ce comportement insensé, qu'il pensait, je crois, être brillant. Mais il ne s'agit pas d'un jeu à l'école, il s'agit de politique et de relations internationales. Oui, et c'est ce qui rend la situation si intéressante, professeur Marandi. Car au départ, cela devait être ce qui semblait être une frappe de décapitation majeure. Censée, comme vous l'avez dit, il y avait un effet de choc. L'Iran n'était pas préparé, surtout avec le ciblage de sa direction militaire. Mais cette frappe, je pense que la frappe initiale, était censée être le coup décisif pour l'Iran. Et il est maintenant évident que ce n'est pas le cas. Je suis donc curieux d'avoir vos réflexions finales peut-être sur ce qui pourrait se passer ensuite. Parce qu'il semble que si cela devient une guerre d'usure, ce sera une évolution très difficile à gérer pour les États-Unis et Israël. Bien sûr, le camp iranien a ses propres problèmes, intérêts, besoins et dynamiques sur lesquels vous pouvez également vous exprimer, peut-être. Mais pouvez-vous parler de l'ensemble de la situation, de ce qui va se passer maintenant? Car tant que cela durera, si l'Iran est sérieux à ce sujet, et maintenant, comme vous l'avez dit, l'opération Vraie Promesse 3 va avoir lieu. Maintenant, elle est là. Nous pouvons donc constater que oui, l'Iran est sérieux. Quel est donc votre commentaire sur ce qui va se passer maintenant que nous entrons dans ce qui est désormais un conflit prolongé? C'est difficile à dire, Danny, parce que Netanyahou est le patron et que sa propre survie est sa priorité absolue. C'est pourquoi il a besoin d'escalade, de conflits et de guerre à tous les niveaux. C'est pour cela que nous sommes dans cette situation, et c'est pour cela que nous y sommes depuis plus de 20 mois maintenant. D'un autre côté, le président américain, en tant que dirigeant d'un autre régime voyou, est totalement imprévisible. Alors, qui peut prédire ce qu'il va dire dans quelques heures quand il se réveillera ou quand il se réveille maintenant sur Truth Social? Les Iraniens sont prêts pour la guerre et ils vont mener cette guerre. Ils sont les victimes de ce conflit et ils vont punir l'agresseur. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'ils continueront à faire. Je crois que j'en ai déjà parlé dans votre émission, Danny. L'Iran est profondément, vous savez, c'est une société religieuse et elle est évidemment très influencée par le prophète ainsi que par son gendre et son petit-fils. Son gendre était très connu pour la justice sociale et son engagement en faveur des pauvres. Et son petit-fils était célèbre pour son martyre à Karbala et sa résistance contre l'oppresseur et le despote de son époque, au nom du peuple. Et sa sœur, qui était également à Karbala, est une figure clé dans notre culture en tant que symbole de persévérance, de voix de la résistance et de voix des opprimés. Cela fait vraiment partie intégrante de notre culture. Nous allons rester fermes. Nous allons continuer à défendre le peuple palestinien. Et nous ne nous laisserons pas intimider par les États-Unis, le régime sioniste ou leurs alliés. Notre cause est juste. Notre cause est de soutenir le peuple de Palestine, de mettre fin à l'Holocauste, de mettre fin à la discrimination et au nettoyage ethnique. Nous avons raison et ils ont tort. Nous sommes du côté du bien et ils sont du côté du mal. C'est très clair. C'est très clair. C'est très clair. Ce que nous voyons à Gaza est aussi évident que le jour.
Ceux qui soutiennent le régime génocidaire sont les ennemis de l'humanité. Ceux qui continuent à faire des affaires et à commercer avec le régime sont les ennemis de l'humanité. Ceux qui maintiennent des liens politiques avec le régime sont les ennemis de l'humanité. L'Iran s'y oppose, et c'est pourquoi l'Iran est visé. L'Iran affirme que le régime ethno-suprémaciste en Palestine doit prendre fin, et que les Juifs, les chrétiens et les musulmans doivent être traités comme des êtres humains égaux. Et c'est cela qui scandalise l'Occident. C'est totalement inacceptable pour les médias occidentaux et les élites occidentales. En privé, Danny, de nombreux journalistes et élites occidentaux à qui j'ai parlé reconnaissent tout cela. Je n'ai donc aucun doute que l'Iran ira jusqu'au bout et que le régime ne le fera pas. Le régime le regrettera, et ce sera une étape clé supplémentaire vers la fin de l'apartheid en Palestine et de ce régime raciste. Car l'échec dans cette guerre, à mon avis, va engendrer beaucoup de désillusions. Je pense que de nombreux sionistes seront désabusés après la fin de cette guerre, et que beaucoup de sionistes instruits partiront parce qu'Israël n'est plus ce lieu sûr qu'ils pensaient, et l'Occident n'a plus les ressources nécessaires pour continuer à soutenir ce régime ethno-suprémaciste. Je ne vois pas du tout un avenir favorable pour le régime israélien. Je le vois se diriger vers sa disparition. I see it as moving towards demise.